toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris B-Ball On Air. On est de retour après une bonne coupure estivale pour entamer la 5e saison du podcast. Alors, contrairement au club de la capitale, il n'y a pas eu de grands bouleversements dans notre effectif cette intersaison. Les hommes forts sont toujours là, à commencer par Flavien. Hello, salut à tous. Et il y a également quelqu'un que je n'ai pas vraiment envie d'introduire, si je dois être honnête avec vous, tant il me nargue actuellement avec la reprise du foot et de la Ligue 1. Mais bon, il est tellement important dans notre système, c'est Antoine. Comment vas-tu ? Quel flatteur, je méritais pas autant. Salut à tous. Alors aujourd'hui, messieurs, au programme, c'est le bilan de l'intersaison et de l'été 2023 du Paris Basketball. Alors on avait déjà réalisé un épisode début juillet après les arrivées de Nadir Ifi et du coach Thomas Isalo. Mais voilà, depuis, il y a eu une arrivée massive de joueurs, notamment tout droit venus d'Allemagne et de Beaune, mais également d'autres clubs. Et cela a permis de quasiment boucler l'effectif parisien. Il y aura peut-être encore une arrivée, on n'en est pas vraiment sûr. Mais en tout cas, voilà, on va dire qu'à 95%, l'effectif parisien pour la saison 2023-2024 est complet. Donc voilà, on va parler de tout ça dans les prochaines minutes. Mais comme d'habitude, juste avant de commencer, on vous rappelle de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, oui je ne vais pas dire X, on va rester sur Twitter tout simplement, @ParisB-8OnAir et sur Facebook et Instagram, Paris B-Ball On Air. En attendant, on est tout de suite parti pour le premier épisode d'une longue saison, la 5e pour Paris Basketball On Air. Bonjour à tous, c'est Ismaël Cavaliaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Et comme je le disais en introduction, le mercato parisien a surtout eu une consonance germanophone pour cet été 2023. 6 joueurs de Beaune, rien que cela, ont signé au Paris Basketball. Je vais peut-être les citer pour ceux qui en auraient oublié quelques-uns en route. TJ Shorts, Kratzer, Kessens, Malcolm Herrera et enfin Ward, qui vont être les principaux tauliers de l'effectif parisien pour la saison à venir. Et j'ai envie qu'on commence par cela, messieurs, avant de peut-être de parler des autres joueurs qui ont signé au Paris Basketball, puisque l'entraîneur finlandais Thomas Isalo a emmené dans ses valises, ses principaux cadres de Beaune. Première question pour l'instant, elle est toute simple. Qu'est-ce que cela vous inspire que autant de joueurs aient suivi le coach finlandais à Paris, d'abord Flavien? Moi, qu'est-ce que ça m'inspire? Du bon et du moins bon. On va démarrer un peu par ce qui me plaît. C'est l'idée d'avoir déjà un bout d'effectif qui se connaît, un équilibre, une espèce de symbiose avec 6 joueurs, 6 cadres d'une même équipe qui a très bien fonctionné l'année dernière en Allemagne et qui arrive à Paris. Donc ça, pour moi, ça me plaît. Une équipe qui a remporté la BCL, fait finale de BBL. Honnêtement, l'idée en soi est plaisante. Moi, ce qui me plaît un peu moins, c'est en tant que Parisien, je pense qu'on va un peu moins, en tout cas au début, s'identifier à cette équipe parce que des vrais Parisiens maintenant dans l'effectif, il y en a peu. Et c'est peut-être là où ça me dérange en termes d'identité. Je trouve que cet été, Paris a perdu quelque chose, mais qui pourra très certainement récupérer assez vite en cas de bons résultats et si l'équipe tourne collectivement très bien, comme a priori ça a l'air d'être les premiers échos de l'entraînement. Donc le fait de ramener tout le monde de Beaune, pour moi il y a des avantages clairement quand tu vas débuter la saison où ils vont pas vraiment se chercher, ils vont se trouver très rapidement. Mais voilà un petit bémol sur le côté un peu identité du club. Quel est ton regard, toi, Antoine? Je suis assez d'accord avec Flavien sur la symbiose. Ça prouve notamment que Thomas Isalo a marqué un petit peu les esprits à Beaune, et tel point que son coaching, qui était réputé pour être assez dur, a plutôt fonctionné du côté de ses joueurs, puisque certains ont décidé de le suivre. L'aventure aurait pu s'arrêter là, enfin, à la suite du départ d'Isalo de Beaune, mais finalement ça a continué, donc c'est plutôt intéressant. Après, un peu comme Flavien, c'est vrai que autant de joueurs, moi personnellement, enfin, je trouve que ça fait vraiment beaucoup pour en récupérer 6. C'est autant gage de qualité parce qu'ils se connaissent qu'autant, on va voir maintenant ce que ça donne dans un autre environnement, un autre style de basket. Administrativement parlant, c'est intéressant puisque peut-être qu'on en parlera après. Certains profils ont des statuts qui facilitent les choses pour le Paris Basketball. Après, non, ce travail de continuité me plaît. C'est entre un coach et une énorme partie de son groupe.
à voir ensuite, on en parlera tout au long de l'émission, mais de comment, ce nouveau groupe qui est arrivé à Paris, a été complété par, quelques anciens de Paris, mais vraiment quelques avec un tout petit S et d'autres joueurs, qui ont plus l'expérience du basket français. Donc non, c'est intéressant. C'est comme l'a dit Flavien, c'est un changement d'image, quasiment un changement à 360, degrés. C'est Au début, j'étais pas spécialement emballé et au fur et à mesure, de voir un petit peu les joueurs, de les regarder, à voir ce qu'ils ont donné à Beaune, ça m'a de plus en plus intrigué. Donc maintenant, je pense il fallait un petit peu tourner la page du Paris Basketball US pour un autre basketball et on verra ce que ça donne. Je vous rejoins globalement sur la plupart des points que vous avez évoqués. C'est vrai que pour continuer sur ce phénomène d'adaptation, c'est vrai que voilà, les joueurs, forcément, ils ont évolué ensemble pendant certains, au moins 2 saisons. Donc c'est plutôt positif. Et surtout que Paris a souvent eu du mal à commencer ces saisons de par des mercatos tardifs, de par des joueurs qui découvraient l'Europe, comme ça avait pu être la saison dernière avec des Tyrone Wallace, avec des Amir Sims qui, pour le coup, c'était plutôt adapté rapidement. Mais c'est vrai que ça peut bénéficier au Paris Basketball, en tout cas dès le début de la saison, d'avoir des joueurs qui se connaissent et donc de pourquoi pas débuter bien la saison. Mais il y a aussi peut-être une interrogation qu'on se pose parce que quand même tous ces joueurs qui viennent de Bundesliga, alors c'est un bon championnat européen, mais peut-être un petit peu moins dense que celui français, même s'il y a des grosses équipes en haut, l'Alba Berlin, le Bayern Munich qui joue l'Euroleague et plutôt en étant plutôt bien placé. Mais c'est vrai que la densité globale du championnat par rapport à celui français, qui est beaucoup plus concentré, notamment au niveau du ventre mou et même des équipes qui peuvent jouer les places de relégables. Mais est-ce que le niveau que certains joueurs ont montré dans ce championnat, on pense à un TJ Shorts, qui est également MVP de Champions League, mais qui est terminé premier à l'évaluation du championnat, 5e meilleur marqueur, 3e meilleur passeur, est-ce que tout ça, est-ce que ces bonnes performances, et même je cite pas les autres joueurs, mais sont des joueurs importants en Bundesliga, est-ce que tout cela c'est reproduisible à l'échelle de la Betclic Elite? Vous avez pu voir quelques matchs, notamment en Champions League et même la finale des playoffs de Bundesliga. Qu'est-ce que vous imaginez un petit peu pour ces joueurs-là à Paris cette saison, Flavien? Comme tu dis, c'est un championnat où on va dire que il y a vraiment une différence entre les plus grosses têtes, on va dire le quatuor que tu as en Allemagne avec le reste, par rapport au championnat français. Moi, je trouve que justement les performances qui ont été celles de Beaune en Coupe d'Europe ont vraiment, sont pour moi le principal argument en fait, du fait que ça peut fonctionner en dehors qu'en Allemagne, parce que tu as affronté d'autres équipes et que ça a fonctionné. En Allemagne, en fait, on se pose aussi des questions par rapport à la qualité du championnat, mais ils perdent que 2 fois sur la saison régulière, sur 34 matchs. Donc, bah, t'as forcément affronté Ulm, qui a fini champion, t'as forcément affronté le Bayern, comme tu citais tout à l'heure, l'Alba Berlin, et tu as gagné contre ce genre d'équipe. Donc, moi, je pense qu'ils ont été peut-être dans un championnat pas très homogène, mais qu'ils ont quand même été capables de performer dans un championnat où ils n'étaient pas les favoris au départ, avec un collectif et une individualité très forte qui est TJ Short, qui termine MVP du championnat. Pour moi, il y a un tout. euh, il faut prendre la globalité du collectif de Beaune plutôt que ses individualités pour juger, à mon avis, leur saison. Et bah, ce qu'ils font en Allemagne, c'est-à-dire perdre 2 matchs en saison régulière et ne perdre que 3 ou 4 matchs en playoff, dont 3 en finale, certes, mais tu perds. Ils ont très peu connu la défaite l'année dernière. Et je pense que ça montre en fait tout simplement le niveau qu'ils ont eu tout au long de la saison et un peu la patte Isalo que le coach finlandais était capable de mettre en place sur un an, quoi. Je trouvais intéressant la notion de Flavien de regarder les joueurs de Beaune sur le prisme collectif, Antoine, parce que c'est vrai que on sent il y a beaucoup d'ajouts voilà, venant d'Allemagne, mais chaque joueur a vraiment des profils à part. On a TJ Shorts, porteur de balle principal, on a Leon Kratzer qui est un pivot très bon rebondeur, et puis on a un petit peu une kyrielle de forward avec Malcolm, avec Ward, et c'est ça, alors on les connaît pas forcément, vous les avez vus un petit peu jouer, mais c'est appréciable de se dire que peut-être chaque joueur va pouvoir compléter les déficiences de chacun dans cet effectif.
Et c'est là l'avantage de se connaître, comme l'a bien justifié Flavien, l'avantage d'analyser et d'accueillir ce groupe-là et de le préparer, comme un groupe et pas comme des individualités, ça a été très bien mentionné. Et juste, j'ajouterais quelque chose, c'est aussi le côté, la densité entre, la Betclic Elite et la Bundesliga avait d'ailleurs été mentionnée et soulignée par, Thuram Cisalo lorsqu'on l'avait rencontré lors de sa présentation en conférence de presse il y a plus d'un petit mois maintenant. Il avait reconnu qu'il y avait une densité et justement, le fait de la reconnaître, donc de la travailler et de la travailler avec un groupe qu'il connaît peut aussi être un avantage. Enfin, ça peut être partir, on va dire, sur des meilleures, bases. Et après, comme tu l'as dit, Lilian, c'est un groupe qui est quand même assez, qui se complète bien. Enfin, je parle de groupe, je parle pas du groupe global, je parle du groupe, en provenance de Beaune, puisqu'on commence par eux, avec, comme tu l'as bien mentionné, plusieurs profils qui se connaissent bien. Et justement, ça va permettre, voilà, aux uns et aux autres de pouvoir se soutenir, de pouvoir se bah, il y aura moins d'adaptabilité, on va dire, entre coéquipiers, puisqu'ils sont quand même déjà tellement nombreux. Ça va plus se jouer avec les autres recrues. Mais ce côté, cette connaissance, on va dire, d'une bonne partie du groupe et d'un groupe qui a déjà gagné, donc c'est-à-dire qu'ils se connaissent dans les bons moments et ils se connaissent aussi dans les mauvais, lors des quelques défaites que Flavien a rappelées tout à l'heure, la saison dernière, fait que ça va peut-être, après on reste toujours dans de la dans de la supposition, faciliter l'apprentissage de ce nouveau championnat. Et en plus de tout ça, voilà, la polyvalence de ces nouveaux joueurs-là peut être qu'un atout, je pense, pour Paris. Et pour terminer sur ce chapitre allemand, on disait voilà que les joueurs bah, certainement avaient apprécié le coaching de Tuomas Isalo. Rappelons aussi que signer à Paris bah, pour ces joueurs qui aspirent à jouer sur l'échelon européen et pourquoi pas comme un TJ Short à rejoindre un jour l'Euroleague, c'est aussi une très belle plateforme, surtout avec bah, l'entrée normalement dans l'Adidas Arena en 2024. Donc forcément, ça joue aussi dans l'intérêt que bah, forcément, quand on t'appelle, on te dit oh, tu veux rejouer avec ton ancien coach et en plus tu peux jouer à Paris. Ça, forcément, ça attire les envies de nombreux joueurs. Parlons également, voilà, fermons un petit peu le chapitre allemand. Parlons également des autres arrivés. Il y a notamment eu bah là, un Finlandais, pour le coup, Mikael Jantunen, également l'arrivée de Banjasi, le frère d'Amara, qui a joué au Paris Basketball, vous le savez bien. Parlons déjà de ces deux joueurs avant de parler également de deux autres jeunes joueurs. Qu'est-ce que vous pensez de ces arrivées? C'est un petit peu la genèse également de ce mercato parisien, de nombreuses arrivées dans le secteur des ailes et également de l'intérieur avec des joueurs voilà qui peuvent un petit peu dépanner à l'intérieur et également sur les ailes. Bah, Flavien, d'abord pour commencer, ces deux profils on va dire pas un petit peu opposés, mais qui sont tous les deux très intéressants à ajouter à l'effectif de Paris. Ouais, ouais, carrément, mais je pense que les 2 sont de très bons ajouts, qui rentreront plutôt bien dans le collectif. Pour Banjassi, bah, on va parler du joueur peut-être qu'on a le plus vu jouer. En fait, ce que j'aime bien et que tu dis que c'est 2 profils différents, pour moi, c'est, Banjassi, ça va être un 3-4 et Jantunen va être un 4-3 et ils ont en fait des armes chacun qui vont être très utiles, à mon avis, dans ce que Isalo voudra mettre en place tactiquement pour cette équipe. Banjasi n'est pas arrivé à Paris parce que son frère était un ancien du club et est dans l'organigramme, mais aussi parce que c'est un joueur qui était voulu par le coach. Jantunen est un peu sorti du chapeau, mais comme tu dis, joueur finlandais, donc c'est forcément aussi un joueur que le coach connaît et qu'il avait forcément un œil en fait, un œil dessus. Je suis curieux de voir ce que les deux apporteront. Pour moi, ils seront évidemment pas titulaires tous les deux. Par contre, ils auront l'un d'eux peut-être plutôt que les deux. Il y aura peut-être une place en fait une place à se faire entre les deux pour Si et Jantunen. Il faudra voir un peu ce qui fonctionne le mieux, ce qui matche le mieux avec le basket d'Isalo. Mais je suis curieux de voir comment ils vont s'intégrer, mais j'ai pas trop de doutes sur le fait ils pourront en tout cas être bien rentrés dans le moule qui sera dessiné par le coach. Et tout à l'heure, Flavien, tu parlais que on aurait peut-être un peu de mal à se réattacher à cette équipe avec bah, voilà, les nombreux départs et des arrivées de joueurs notamment étrangers qu'on ne connaît pas forcément. Mais Antoine, l'arrivée de Banjassi, pour le coup, à la fois sportivement, mais également bah, pour le club, pour mettre en valeur son équipe, c'est également une belle arrivée. C'est une très, très belle, vitrine, pour le club. C'est voilà, tu l'as dit, c'est de l'expérience, 33 ans.
c'est un joueur qui connaît bien le championnat, qui a aussi bien bourlingué en Europe, donc c'est toujours bon à prendre, cette expérience-là, mais il sort d'une belle aventure avec les Metropolitans, c'est Victor Wembanyama, donc c'est intéressant. On en parlait en off souvent avec Flavien, que c'était un profil qui nous intéressait. On savait pas est-ce que ça se ferait. Finalement, c'était un choix du coach, donc c'est plutôt positif. Et comme l'a bien rappelé Flavien, il est pas là parce qu'il est le frère du directeur des opérations, un directeur des opérations basket. Ou désolé, je bute un petit peu sur le terme précis d'Amara, mais il est pas là parce que son frère est dans la direction du club. Il est là parce qu'il a des vraies qualités. C'est un joueur de groupe qui dégage beaucoup à la fois d'énergie, beaucoup de leadership aussi. Donc c'est très positif d'avoir ce genre de joueur qui dégage quelque chose à la fois pour rassurer les jeunes, mais aussi pour intégrer d'autres joueurs. Donc c'est une très bonne prise pour le Paris Basketball. On espère toujours que l'intégration se fera bien, même si on peut pas être sûr à 100%, mais c'est vrai que quand on connaît Banjassi, son sérieux et ses capacités, on ne peut être que ravi de l'avoir, et je pense que c'est une très très belle prise pour Paris. Et c'est peut-être une remarque aussi qu'on peut faire sur l'ensemble de l'effectif parisien. C'est vrai que bah, tu parlais par exemple Banjassi, très grand professionnel, assez taiseux, mais on sent que dans cette équipe, alors on connaît pas encore tout à fait les caractères des joueurs notamment de Beaune, mais on se dit que voilà, il y aura peut-être surtout un leader technique, TJ Sort, c'est après beaucoup de joueurs de devoir, et peut-être que Thomas Isalo aura vraiment la main sur ce groupe sans qu'il y ait peut-être bon bah des voix plus hautes qu'une autre, mais que ce sera vraiment peut-être un collectif plutôt que des individualités comme on a pu avoir la saison dernière avec des Tyrone Wallace, des Kalalman. Bon, ça, ce sera à voir déjà avec les premiers matchs de préparation. Un dernier mot quand même sur voilà quelque chose où Paris est resté fidèle un petit peu à son ADN, c'est d'avoir toujours des jeunes à développer. Et cette année, ils ont pu rapatrier Enzo Charvin, qui est plutôt une très belle prise qui vient de Pau, qui a eu des minutes, par exemple, la saison dernière en Betclic Elite, et également Maxime Locke qui jouait au Pôle France la saison dernière en N1. Flavien, un petit mot sur ces deux joueurs. Enzo Charvin, on le connaît plutôt bien. Voilà, comme je le disais, on l'a vu évoluer au plus haut niveau. Et ce sera deux joueurs. Alors, Charvin va essayer de se faire une place chez les pros, mais ça va quand même être difficile vu le nombre de joueurs qu'on a cités dans le secteur intérieur. Et Maxime Locke, pour le coup, ce sera vraiment plutôt chez les espoirs. Non, bah pour Enzo, je trouve que c'est une bonne pioche. Il descendait avec son club en Pro B, donc il faisait partie en fait des profils qui, à mon sens, avaient une chance de retrouver un club en Belgique Elite. C'est vrai que comme tu l'as dit, on le connaît peut-être un peu plus parce qu'on l'a vu plus jouer. Il a une saison entière dans les pattes là en Belgique Elite et en backup de Shikoku, et c'était plutôt prometteur. Pour Maxime Log, que l'on connaît un peu moins, moi je l'ai beaucoup vu là à l'Euro 18, j'ai vu tous ces matchs, vraiment j'ai vraiment apprécié sa compétition et enfin, on va dire que c'est un 5 petit, mais par contre ça monte très très haut. Il y a une protection de cercle qui est vraiment très intéressante à développer. Et bon, il a un contrat aspirant. Moi, je pense qu'il aura un rôle plutôt à la Mon Crespin, c'est-à-dire d'un joueur qu'on verra très très peu sur le parquet, et qu'on verra beaucoup plus en espoir, voire pour se développer et voir un petit peu où il en est. Déjà contre des jeunes, et puis à l'entraînement, comment ça va se développer avec des professionnels pour passer un peu le cap de la N1 où il était avec le Pôle France. Voilà pour le chapitre des arrivées au Paris Basketball. Parlons un petit peu des départs quand même. Alors on va pas tous les citer, vous les avez vus sur nos réseaux sociaux notamment, mais voilà, quasiment l'entièreté de l'effectif du Paris Basketball la saison dernière n'est plus. Il ne reste que Gauthier Denis et Mohamed Diawara. Mais on voulait revenir sur quelques départs qui nous ont plutôt surpris. Alors on avait des bruits qui couraient, notamment autour de Dustin Sleva, mais le départ d'Axel Toupane était quand même un petit peu plus surprenant, notamment puisque les deux parties, le club et le joueur, étaient encore liés sous contrat. Antoine, je vais te relancer là-dessus, peut-être pour commencer sur Dustin Sleva. On voyait bien qu'avec le nombre de joueurs de Beaune qui s'accumulaient, notamment sur son poste, 3-4, on se doutait bien que ça allait être difficile pour Dustin Sleva, et apparemment il ne faisait pas partie des plans du coach. On aurait pu lui donner le bénéfice du doute, enfin de mon coach, parce que Dustin Sleva terminait une bonne séquence en Bundesliga, justement là où Thomas Isalo coachait. Finalement, ça n'a pas été le cas. Après, on savait qu'entre le Paris Basketball et Dustin Sleva, ça commençait à être un petit peu compliqué de recoller les morceaux
qui avait été un petit peu cassé par Will Weaver. C'est-à-dire l'entente entre les deux avait été tellement, n'avait pas fonctionné, l'alchimie était tellement pas bonne que Dustin Sleva a dû partir en Allemagne. Donc son départ est logique en quelque sorte. On s'y attendait, on savait juste pas où. Est-ce qu'il allait rester en France? On sait qu'il aurait aimé rester, mais la saison dernière a plutôt donné raison à un départ cette année. Pas tellement surpris du départ de Dustin. Sleva donc à Murcia en Espagne. Si je dis pas de bêtises, il va jouer la Coupe d'Europe, donc il trouve quand même un club qui a de l'ambition. Il va retrouver, on espère, du temps de jeu. Pour moi, c'est pas tant. Enfin, c'est une surprise évidemment, mais elle est pas si massive que ça, parce que j'aurais quand même espéré que son passage en Bundesliga lui offre une petite place, mais au final, voilà, comme tu l'as assez bien mentionné, le nombre de joueurs de Beaune étant tellement nombreux, il fallait mieux partir pour lui. C'est la fin d'une belle histoire. Je pense que les auditeurs seront d'accord avec ça. On serait ravis de le revoir un jour, à l'occasion d'un match contre Murcia ou autre, mais c'est dommage. C'est vrai que c'est certainement mieux pour la carrière, en tout cas de Dustin Silva, surtout dans un championnat espagnol qui peut ressembler un petit peu à celui de la Bundesliga. Donc il devrait pouvoir s'éclater, jouer une coupe d'Europe, ce il n'a vu que des miettes avec Paris dans la première moitié de saison, la saison dernière. Donc voilà l'occasion pour lui de progresser encore dans sa carrière. Flavien, je vais te lancer sur Axel Toupane parce que celui-là, ce départ, on s'y attendait peut-être un petit peu moins. En tout cas, on en a eu moins les échos. Je le disais, Axel Toupane, depuis son arrivée au Paris Basketball, c'est vrai que ses performances, on n'a pas forcément manqué de le souligner dans le podcast, en tout cas, n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'un joueur de son standing. Au final, les deux parties ont d'un commun accord décidé de mettre fin et il a donc signé au Metropolitan 92 qui, eux, cherchent tous les joueurs possibles et inimaginables pour construire leur effectif. Mais qu'est-ce que tu penses du départ d'Axel Toupane qui, voilà, on l'a compris aussi, n'entrait pas du tout dans les plans du coach Thomas Isalo. Antoine disait pour Dustin Sleva tout à l'heure que comment dire, il y avait quelque chose de brisé peut-être dans la relation entre le joueur et le club. Ah là, c'était pareil, hein, c'est un joueur qui n'a pas montré satisfaction du tout, même si vous regardez un peu le communiqué que le club a publié au moment d'annoncer le départ de Toupane. David Kahn, il parle bien des performances de la saison 2021-2022 pour dire qu'il a été bon, et non pas de la saison 2022-2023, et ça rejoint à peu près tout ce qu'on a pu dire l'année dernière. Et puis bah, de toute manière, pour couper son contrat, alors il y avait des petites discussions, en tout cas, il y a des échos qui étaient sortis de notre côté, que ça discutait il y a une quinzaine de jours, donc autour du fin juillet, début août. Mais je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Et de toute manière, il était obligatoire qu'un club, en fait, s'engage avec Axel Toupane pour que Paris puisse résilier, et que sans trop payer, on va dire. Euh, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de solutions. Soit c'était un club français en recherche d'un JFL, soit un club, franchement, qui avait de l'argent à dépenser pour rien. On va penser au club du Golfe, tout ce qui est Arabie Saoudite, etc. Mais sinon, il n'y avait pas beaucoup de choix. Je trouve que c'est bien pour Toupane de partir. Je pense que c'est très bien pour Paris qu'il parte également. Les deux parties sont gagnantes dans le deal. Et moi, j'étais plutôt alors, avant qu'il y ait tout ce recrutement très allemand, et même de tous les ailiers qu'il y a eu, j'étais plutôt d'avis qu'Axel allait être peut-être un rouage, et rentrer dans le collectif de manière assez fluide. En fait, je me disais, c'est qui tout double, soit ça fonctionne avec Thomas Isalo, et pour le coup, on a peut-être le joueur que Paris avait pensé engager il y a un an et demi, ou alors ça crame totalement au bout d'une semaine d'entraînement. Et bah, ça a pas fait, ça a pas fait long feu, hein. Il a dû faire peut-être 3 entraînements, je crois. Et tout de suite était mis sur le côté, mais parce qu'aussi il était en négociation pour rompre son contrat et aller du côté de Levallois. Pas forcément déçu, au contraire, de ce départ. Pas non plus très surpris, parce que par rapport au recrutement qui a été fait dans les semaines qui est précédentes, juste voilà, un départ qui n'émeut pas grand monde aussi, parce que si vous regardez un petit peu, il y a pas grand monde qui lui a rendu hommage au moment de son départ.
Même son anniversaire, c'était fin juillet, personne lui a souhaité son anniversaire du côté du club, à part le club, j'ai envie de vous dire. Enfin, je trouve qu'il y avait vraiment un divorce qui était consumé et qui a tenté juste d'avoir la signature de Levallois pour être acté, quoi. Ouais, c'est vrai que l'histoire d'Axel Toupane au Paris Basketball, ça ne laissera pas une trace indélébile en tout cas, tant par les performances que même par sa présence hors terrain. Donc voilà, et c'est vrai que bah, du coup, est-ce que voilà, bon, ils étaient certainement prévus par le coach Thomas Isalo. L'effectif, en tout cas, voilà, est bouclé pour Paris. Et déjà, c'est une bonne nouvelle. Effectif bouclé dès le début de la préparation du club, ou en tout cas quasiment. Quelques joueurs sont en sélection nationale, mais voilà, Paris va pouvoir faire toute sa préparation avec la quasi-entièreté de son effectif, sa préparation, ses matchs amicaux et entamer la saison au complet. C'est aussi déjà une bonne nouvelle, ça, Antoine, parce qu'on sait que les précédentes saisons, bah, Paris a souvent complété son effectif dans les toutes dernières semaines, et ça n'aidait pas à, en tout cas, partir sur de bons rails. Bah, c'est vrai que Paris nous a plus souvent habitués, pardon, à conclure un mercato de manière très tard et souvent avec un effectif assez déséquilibré. Ça, après, on s'en est rendu compte au fur et à mesure des matchs. Mais le fait, bah, voilà, d'avoir un coach et un staff au global qui commence une préparation au complet assez rapidement, bah, c'est motif d'espoir ou gage de qualité, on ne sait pas. C'est limite plutôt, ça devrait être normal dans le sport professionnel. Après, voilà, on n'était pas habitué à ça du côté du Paris Basketball, à voir ce que ça donne maintenant. On sait que voilà, le coach Thomas Isalo a un basket particulier, a une rigueur particulière, une discipline à lui. Donc c'est plutôt bien d'avoir des joueurs qui puissent s'habituer le plus possible pour vraiment imprégner quelque chose rapidement et que le collectif se fasse le plus rapidement possible, encore une fois. Donc affaire à suivre, ça va permettre aux désormais aux anciens Parisiens, Diawara et Gauthier Denis, de s'adapter à leurs nouveaux coéquipiers et de se préparer de la meilleure des manières avec vraiment une belle préparation, enfin belle, on verra ce que ça donne, mais au moins une longue préparation bien travaillée avec un effectif qui se connaîtra davantage. Et puis ensuite, en ce qui concerne l'équilibre de l'effectif, on verra ce qu'il en est petit à petit et en fonction des profils des joueurs qui sont arrivés. C'est vrai qu'on verra déjà ce que cela donne sur les premiers matchs amicaux. On sera impatient de découvrir les nouveaux joueurs qui composent l'effectif de Paris. Voilà, on a parlé des nouveaux arrivants, de ceux qui sont partis du club parisien. Mais pour terminer cet épisode un petit peu mercato, on voulait un petit peu plutôt dans la théorie parler un petit peu de la construction, en tout cas du mercato du Paris Basketball, parce qu'on peut le dire, c'est encore une fois une nouvelle ère qui débute. On l'avait déjà dit la saison dernière avec l'arrivée de Will Huer, mais c'est encore une fois le cas avec cette fois l'arrivée sur le banc de Thomas Isalo. On peut dire que c'est le troisième chapitre de la jeune histoire du Paris Basketball après l'ouverture avec Jean-Christophe Prat. Flavien, j'ai envie de te lancer là-dessus. Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que Paris a un petit peu effacé son identité, alors identité qui était d'avoir beaucoup de jeunes, d'avoir également des joueurs étrangers, notamment des Américains. Là, c'est un petit peu moins le cas. Il y a moins de jeunes, plus d'étrangers qui sont peut-être plus, comment dire, plus expérimentés à l'échelon européen. Mais est-ce que voilà, cette identité parisienne, pardon, plus effacée, c'est pour permettre au Paris Basketball de pouvoir regarder vers le haut. Quand je dis regarder vers le haut, c'est notamment playoff en Betclic Elite et puis encore mieux performer à l'échelon européen en Eurocup. C'est clair que cet été, tu as fait un virage à 180 degrés, hein. Au-delà même de juste des joueurs qui partent et qui arrivent, tu as tout simplement l'identité de jeu. Avec Weaver, on a cessé de le répéter, c'était très libre, avec vraiment de la liberté, notamment en attaque. On va retrouver, pense, beaucoup moins de liberté, beaucoup plus de système, beaucoup plus de rigueur dans le travail avec Thomas Isalo et son idée de jeu dans le basket. Quand on a regardé avec Antoine quelques matchs de Beaune, surtout les finales en fait de BBL et de BCL, on voit vraiment qu'il y a une patte, il y a une volonté enfin, il y a des plans de jeu précis qui sont mis en place. Et moi, ce que je pense après de la construction de l'effectif derrière, tout ça, pour moi, elle me plaît dans la globalité, c'est-à-dire que on va avoir un cercle très fort avec des joueurs qui se connaissent déjà et un collectif qui a fonctionné pendant toute une saison
Enfin, il y a eu du travail avec Izzalo qui a fonctionné. Il y a des joueurs après derrière qui sont pas des titulaires, mais qui savent il y a une hiérarchie derrière, plutôt claire et moi, en fait, la seule hiérarchie que je ne comprends pas et que j'attends de voir sur les amicaux, c'est vraiment le point sur lequel j'ai envie de voir, Paris, c'est de savoir si Nadir Hiffi va être associé à TJ Short et je pense que c'est même la question, qu'on va quasiment tous se poser quand on va vouloir voir ce Paris Basketball pour la première fois, cette année. C'est de voir est-ce que, ça va être TJ Short avec un arrière, donc que ce soit Herrera ou Gauthier Denis? Est-ce que ça va être Short et Hiffi? Est-ce que ça enfin, moi, je pense que ça va être plus probablement Short avec Herrera et que Hiffi sera vraiment le 6e homme de cette équipe parce que j'ai beaucoup de mal à imaginer une association Shorts, Hiffi à cause de leur profil défensif et de leur taille, tout simplement. Et puis, bah, le fait d'avoir quand même Gauthier qui reste, ça fait 5 ans qu'il est au club, d'avoir Mohamed Diawara qui est resté à Paris, qui voulait partir, mais que tu as quand même convaincu de rester en espérant qu'il ait un peu de temps de jeu plus que l'année dernière parce qu'il progresse vraiment beaucoup. Donc, pour moi, là, cet effectif me plaît en l'état. Faudra juste voir du coup si la patte prend, si le truc prend. Mais moi, dans l'idée, est-ce que pour répondre aux questions que tu posais, pour moi, la construction d'effectifs me plaît. Est-ce que Paris s'est renforcé par l'année dernière? Je pense qu'en termes de talent, je pense pas en termes de talent dans la globalité, parce que tu as perdu quand même beaucoup de joueurs très talentueux. Par contre, collectivement, je pense que ça n'a absolument rien à voir. C'est le jour et la nuit entre la saison passée et la saison à venir. Ouais, c'est surtout un effectif peut-être plus cohérent, Antoine, parce que là, autant l'an dernier, c'était peut-être un petit peu clinquant, l'arrivée de Will Weaver qui a coaché sur des bancs NBA, l'arrivée de joueurs qui étaient établis en G League et qui ont même eu des apparitions en NBA, Tyron Wallace, Samir Sims. Voilà, là pour le coup, on a des joueurs qu'on connaît beaucoup moins, certains ont beaucoup moins clinquants, mais qui ont une expérience européenne. Thomas Izzalo qui était voilà l'un des si ce n'est l'entraîneur en vogue et que la plupart des clubs européens auraient voulu s'arracher, est-ce que Paris peut-être s'est tourné vers un mercato un petit peu plus, comment dire, pas plus simpliste, mais moins clinquant, comme je le disais, mais peut-être plus cohérent pour en tout cas performer, notamment sur la scène européenne. Bah, je reprends un peu ce que dit Flav, il y a peut-être, enfin, je le retransforme un petit peu, mais il y a peut-être moins de talent dans ce groupe, mais il y a peut-être, voilà, des joueurs plus de devoirs, plus, voilà, le talent sera peut-être, vraiment concentré en un à 2 joueurs, on va dire, TJ Shorts et Nadir Hiffi. Mais au final, voilà, le Paris Basketball, c'est peut-être un petit peu, remis en question par rapport à l'année dernière où il y avait beaucoup de joueurs qui étaient, d'ailleurs, reconnus pour être peut-être des joueurs, enfin des premières options de tout au long de leur carrière, de leur passé, qui se sont retrouvés à Paris dans un espèce de gloubi-boulga collectif qui a eu du mal à prendre, avec beaucoup de talent certes, mais très peu de collectif et ça se voyait dans les moments de difficulté et là, cette fois-ci, on a plutôt misé, du côté du Paris Basketball sur quelque chose d'expérimenté, d'européen, donc enfin, quand je dis européen, de joueurs qui connaissent un petit peu plus, le basket européen et qui auront peut-être un petit peu moins de mal à s'adapter, aux particularités du basket français. C'est une autre vision du basket clairement. En fait, je pense que l'année dernière, on avait la vision Will Weaver qui était, voilà, plus américanisée, tu l'as dit. Là, on a une vision, Thomas Izzalo plus européenne, basée sur, un basket peut-être un petit peu plus, basique et c'est pas du tout péjoratif de dire ça. C'est vrai que c'est un gros virage pris par le Paris Basketball, faudra sûrement s'y habituer. On est moins dans la vitesse, enfin après on verra ce que ça donne, mais ça dégage moins le côté rapide, athlétique, très flashy, très spectaculaire et plus un basket plus carré, plus ordonné avec, une défense dure et une attaque, qui s'avère être plus efficace et derrière, peut-être qu'on se rendra compte que ça sera aussi fou que l'année dernière, mais peut-être un petit peu plus rigoureux. C'est une autre image, c'est intéressant au final d'avoir tenté ce pari-là. Un pari qui est peut-être un petit peu moins risqué que celui de Will Weaver l'année dernière puisqu'il a déjà porté ses fruits, enfin, ou disons qu'il y a plus de promesses déjà accomplies. Peut-être moins risqué, mais qui pose peut-être plus de questions, notamment, on l'a vu auprès des
des supporters parisiens, parce que voilà, il y a eu ces avalanches de départ sans qu'il y ait forcément les arrivées tout au début. Donc on a un peu craint le pire. Et aussi sur cette identité parisienne que je disais plus effacée, c'est vrai que tu le mentionnais notamment Flavien au début du podcast, peut-être qu'on se reconnaîtra un petit peu moins dans cette équipe, notamment au début, mais c'est aussi, je pense que c'est un virage normal. Paris nous a peut-être trop bien habitués depuis le début de son histoire à pouvoir notamment développer des jeunes avec des Juan Bégarin, des Ismaël Kamagaté qu'on a pu voir évoluer pendant 2, 3 années. Et c'est pas dans tous les clubs qu'on aurait pu le voir déjà ça. Donc j'ai envie de dire que c'est presque un virage logique quand tu as les aspirations du club de la capitale pour les années à venir, quand tu veux jouer les cadors, que ce soit à l'échelon national ou bien sur la scène européenne. Je pense que tu ne pouvais que te tourner vers cela. Alors, c'est peut-être à l'extrême, en ayant pris quasiment la moitié d'un effectif d'une autre équipe. Mais en tout cas, c'est la décision prise pour cette saison 2023-2024. Et voilà, on reparlera. Flavien, tu as déjà mentionné les potentielles associations qu'on verra. On fera des previews pour en parler. Là, on voulait vraiment dégrossir le mercato du Paris Basketball, revenir sur les principales arrivées et départs, et un petit peu, voilà, là, comment on l'a fait à la fin, évaluer si l'équipe s'est renforcée ou non. On le verra déjà un petit peu sur les premiers matchs amicaux. Ça nous donnera déjà quelques indicateurs et quelques pistes pour la construction de l'équipe pour la saison à venir. Voilà, c'est sur cela que se termine ce podcast spécial Mercato 2023. Comme d'habitude, juste avant de nous quitter, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter @ParisB-8OnAir et sur Facebook et Instagram Paris B-Ball on Air. Voilà, comme je l'ai dit, on va assez rapidement se retrouver pour des previews. On ne sait pas encore vraiment quel format elles vont prendre, mais il y aura potentiellement plusieurs épisodes. Voilà, pour parler du jeu et de la tactique qui sera mise en place pour Paris cette saison. Messieurs, je vous remercie d'avoir été en mon compagnie et je vous dis à très très vite. Bye bye. Salut! Auf Wiedersehen.